Monsieur Hassan Nouar, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, tous nos regards sont orientés ce jour vers le mois Arafat pour le grand rite du pèlerinage où nos pèlerins algériens, près de 45 000, sont en train d'accomplir le dernier rite du Hajj. Je voudrais vous poser plusieurs questions par rapport à cette question, par rapport à l'Aïd el-Kibir, par rapport bien sûr aujourd'hui à l'organisation de l'Aïd. Est-ce qu'on doit mettre en place une stratégie, un plan pour réussir cette fête religieuse, puisque nous avons vu que chaque année, c'est les mêmes pratiques qui reviennent. Monsieur Mnower. Évidemment, c'est chose qu'on demande et qu'on réclame depuis des années, parce que l'Aïd, Aïd al-Adha surtout, est une fête d'abord religieuse, mais c'est aussi une fête familiale, une fête sociale, et qui a aussi un impact économique. Donc, il nous faut un plan d'action. Il faudrait qu'il y ait des structures, même politiques, pour gérer tout ça. On avait réclamé depuis 2015 à ce qu'il y ait même une direction au niveau du ministère de l'Agriculture qui ne s'occuperait que de Aïd al-Adha. Pourquoi ? Parce que pour le Hajj, justement, on en parle, et c'est la bonne période. On a un office du Hajj pour un nombre de à peu près 40 000. Cette année, on a 42 000 pèlerins. Et l'Aïd al-Adha, c'est pratiquement tous les ménages algériens, toutes les familles, et nous en avons à peu près 9 millions. Sur les 9 millions, on peut considérer qu'il y a à peu près 6 millions de familles qui devraient faire le sacrifice de l'Aïd. C'est les deux tiers donc, du nombre de familles algériennes. Donc pour les 6 millions, je vais donner quelques chiffres pour illustrer. Donc pour les 6 millions de familles, on va devoir faire une dépense globale à ce jour d'à peu près... je crois 250 milliards de dinars. Donc on est à peu près à 2 milliards de dollars. Non, plutôt à 360 milliards. J'ai fait un calcul. En calculant un montant à une moyenne de 50-60 000 dinars pour les 6 millions de familles, donc on se retrouve à plus de 2 milliards de dollars. Alors que le Hajj en lui-même, il ne coûterait pas plus de 300 millions de dollars. Donc c'est pour cela qu'on va devoir réellement avoir une bonne décision des hautes instances du pays pour prendre en charge et mieux considérer cet événement qui est très très important pour les Algériens. La considération n'est pas seulement religieuse, je le dirais, elle est aussi sociale et familiale, culturelle, historique et aussi économique. Donc quand on a une dépense de 2 milliards de dollars en une journée comme ça, ou en une semaine, c'est réellement, ça a réellement un impact économique. Donc voilà, donc il faudrait qu'il y ait un plan d'action réel, efficace, et à mettre en place très rapidement. Parce que cette année, comme l'année passée, comme celle d'avant, nous les consommateurs, on a été lésés dans ce droit donc d'avoir cette joie complète pendant ce Eid. Eid al-Adha et Eid al-Fitr, malheureusement, sont toujours un petit peu entachés par la cherté des produits, que ce soit pour Ramadan et Eid al-Fitr, que ce soit pour Eid al-Adha. Donc on voudrait reprendre ce droit d'aller tous pouvoir, au moins la majorité des Algériens, pouvoir acheter un mouton à la portée des revenus moyens des Algériens. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Monsieur Hassan Mnower, par rapport à cette fête religieuse, il faut mesurer l'Aïd à la fois sur le plan spirituel et sa portée économique également, Monsieur Mnower. Ben oui, justement, parce que comme ça se fait dans les autres pays, en Europe ou autres, où la fête de Noël a une grande portée économique. C'est une fête économique. C'est une fête économique, donc les opérateurs s'y préparent toute l'année pour justement être mis en place sur les marchés, et mettre en place sur les marchés tous les produits qui sont nécessaires, et puis même les consommateurs s'y préparent pour cette grosse dépense. Là, en Algérie, c'est la même chose. D'ailleurs, dans la première recommandation qu'on a écrit, qu'on a faite pour les consommateurs, c'est de préparer chaque année le budget pour Eid al-Adha. Et on n'a pas de choix. Eid al-Adha, comme je l'ai dit, c'est religieux, et ça n'a pas commencé d'hier, c'est depuis Sidna Ibrahim al-Khalil alayhi salam, et ça va rester jusqu'à la fin des temps. Donc, et ça revient chaque année. Donc, chaque Algérien, père de famille, responsable de famille, doit s'y préparer
toute l'année, c'est un budget qu'on doit préparer. D'une part, d'autre part, les instances des pouvoirs publics concernés, notamment le ministère de l'Agriculture, doit quand même mener des actions je dirais, assez poussées, assez concrètes pour fournir autant de moutons, je dirais, même parce que c'est le mouton qu'on sacrifie le plus en Algérie, assez de moutons pour faire face à la demande des 6 millions d'Algériens qui en ont besoin. Quand je dis 6 millions, c'est-à-dire je prends les 2 tiers, du moment que dans notre religion, on a à faire l'aumône de 1 tiers du mouton minimum, et donc au moins qu'il y ait les 2 tiers qui puissent faire le sacrifice dans les bonnes conditions et de prix, mais aussi sans oublier la sécurité sanitaire de ces moutons. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez également, Monsieur Hassan Mnawar, il y a eu un grand engouement pour l'achat du mouton. Les prix ont été parfois une véritable contrainte, un handicap pour beaucoup d'Algériens par rapport à son prix pratiqué sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à cette stratégie, cette réflexion que vous êtes en train de lancer aujourd'hui, Monsieur Hassan Mnawar, il faudrait aller vers, c'est-à-dire la consommation des viandes qui représente aujourd'hui un déséquilibre entre l'offre et la demande, puisqu'on a vu même le président de la République relever que nous n'avions pas les statistiques réelles pour pouvoir comptabiliser notre cheptel, et le ministère de l'Agriculture a engagé un recensement qui concerne le cheptel. Monsieur Hassan Mnawar. Toute action devrait se baser sur une étude, et les études devraient se baser sur des chiffres et des statistiques. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, malheureusement. Moi, je le déclare qu'à ce jour d'aujourd'hui, en tant qu'association, on n'a pas pu avoir encore les chiffres malgré l'opération de recensement qui a été faite récemment. Du cheptel. Du cheptel, oui. D'ailleurs, le recensement général. D'ailleurs, le recensement du cheptel. D'ailleurs, on est un petit peu étonné parce que malgré ce recensement, on n'a pas vu beaucoup de moutons porter une oreillette, donc ça nous a paru un peu bizarre parce que on peut pas compter sans qu'il y ait d'oreillettes, et ça aurait été déjà un moyen d'identifier le mouton, de voir sa traçabilité, de faire la différence entre donc la femelle et l'informel le mâle. domine toujours. Oui, bien sûr, évidemment. Et on l'a vu, hein. Il ne porte pas les oreillettes. C'est une grande problématique. C'est une grande problématique. Et le mouton, pendant l'Eid, il révèle une anomalie dans la production des viandes en Algérie. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que le mouton de l'Eid qui est cher, mais c'est la viande qui est chère à toute l'année et depuis des années. Donc, mis à part l'Eid, la viande, elle dépasse les 2000 dinars le kilo, ce qui est très très cher pour la bourse des Algériens. Et le travail qui devrait se faire, c'est aussi à l'année, afin de pouvoir donc fournir, afin qu'il y ait une meilleure offre en termes de quantité et de qualité, et faire baisser les prix, comme chez nous, comme dans plusieurs pays, en Afrique, en Arabie, où la viande elle est beaucoup plus accessible par rapport au pouvoir d'achat des consommateurs. Pour cela... Ils ne sont pas aussi nombreux que nous aussi, Monsieur Hassan Mnawar. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait ce déséquilibre entre l'offre et la demande. On est plus nombreux, la population augmente sensiblement, et l'offre est en baisse actuellement au niveau, bien sûr, mais on a plus de potentiel. Mais on a plus de potentiel, donc on pourrait produire plus. Nous avons un grand pays, nous avons les espaces, nous avons les ressources, nous avons de belles et de bonnes races, et on pourrait faire beaucoup mieux. C'est un problème. Donc on a relevé, on a fait un rapport, on a déposé chez les pouvoirs publics. Donc le premier problème qu'on pourrait considérer, c'est un problème zootechnique. Donc on n'utilise pas encore les innovations dans la reproduction et la reproductivité pour les cheptels. La banque des gènes sera inaugurée le 5 juillet prochain. Oui, mais d'ici là, il faudrait innover dans la reproduction. Il n'est pas normal que nos brebis ne portent qu'une seule fois et qu'un seul agneau. Donc, et qu'on abatte aussi les brebis. Oui, et voilà. Et en plus, il y a aussi le deuxième problème, il est agronomique. Donc, on n'a pas beaucoup investi dans les pâturages. Donc, on n'a pas préparé les espaces pour les pâturages. Donc, l'aliment de bétail, en termes d'aliments de bétail, nous restons toujours dépendants des importations. Et ça, c'est pas normal pour un pays aussi grand. Du moment qu'on prétend aller produire de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, donc on aurait pu commencer par d'abord produire de notre aliment de bétail pour nos cheptels.
Et le troisième problème qu'on a relevé, c'est le problème organisationnel. Donc, les éleveurs, ils sont pas organisés, on n'a pas de coopérative, c'est toujours dans l'informel, c'est pratiquement d'activité illicite, ô combien elle est importante, mais elle reste toujours dans l'anarchie. Alors rapidement sur cette question, Monsieur Hassan Menouar, aujourd'hui on parle de déséquilibre par rapport à la production, l'offre et la demande, mais est-ce que nous sommes véritablement de gros consommateurs de viande rouge? Eh ben, malheureusement, non. C'est-à-dire, beaucoup disent que qu'on consomme beaucoup de viande, mais nous sommes On le actuellement... pense aussi. On le pense, oui, mais je vais donner les chiffres. C'est des chiffres d'experts, donc c'est des études qu'on avait faites. Nous sommes encore à 14 kg de viande rouge par individu algérien. Donc, pour comparer, la moyenne en Europe, elle est de 40 kg. Et si je dis 14 kg de viande rouge, ça veut dire que du moment qu'il y a beaucoup de gens qui consomment pratiquement tous les jours de la viande, ça voudrait dire qu'une grande partie de la population ne consomme pas du tout de viande rouge. À un certain moment, moi personnellement, je pensais que, que les protéines végétales pouvaient remplacer les protéines animales, mais finalement, d'après les experts en médecine, ils nous ont fait savoir que l'être humain a besoin quand même de protéines animales, surtout pour la croissance, et là c'est un déficit qu'on a malheureusement. Donc on doit justement élever le niveau de production des viandes et mettre donc beaucoup de quantité à la portée des Algériens pour qu'ils puissent consommer mieux. Et évidemment, il faudrait équilibrer cette consommation. Mais comment équilibrer cette consommation? Il faut aller vers la diversification des moyens de consommation des viandes, parce qu'on a vu, on est plus ovin, bovin et viande blanche, c'est-à-dire volaille, que par rapport à d'autres, par exemple, animaux qui sont ailleurs, alternatifs, qui sont ailleurs consommés. Par exemple, l'Égypte, c'est le pigeon. Dans d'autres pays, c'est le lapin. Chez nous, on ne l'a pas encore. On a encore mieux. Vous savez, nous avons un grand pays et dans chaque région, il y a des spécificités dans la culture de consommation qu'on est en train de perdre. Nous avons l'autruche. Nous avons d'abord notre Sahara, on a le camelin, le chameau, enfin le dromadaire, qui malheureusement n'est pas consommé convenablement. On commence à l'importer graduellement vers les régions du Nord. Ben, écoutez, on avait organisé un séminaire sur le camelin justement à Tindouf, et pendant le repas, on nous avait proposé du bovin et de la volaille. Donc, on voulait manger du dromadaire, et ben ils en avaient pas. Et dans les cantines scolaires, même dans les zones sahariennes, malheureusement, les enfants mangent de la viande bovine qu'on transporte des grandes villes d'Alger, d'Oran et d'ailleurs. Donc ça, c'est pas normal. Voilà, donc ça, c'est une donnée. Le caprin aussi, malheureusement, on n'en profite pas beaucoup dans nos montagnes. Et nous avons de lapin qu'on a abandonné et qui aurait pu être une bonne alternative à la volaille. Alors, M. Hassan Menouar, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Vous parlez bien sûr de stratégie qui doit être élaborée. Il faut l'élaborer en collaboration avec les partenaires sociaux et la société civile. M. Hassan Menouar, pour s'assurer de son efficacité, son efficience sur le terrain. Ben, écoutez, nous, depuis le séminaire qu'on avait tenu à Beni Abbas en 2022, mars 2022, maintenant, on travaille en étroite collaboration avec la CIPA, donc la Confédération des industriels et producteurs algériens, justement pour essayer de faire encore de meilleures propositions au pouvoir public, mais aussi d'organiser les filières, parce que le problème viendrait aussi de ces producteurs, de ces éleveurs qui n'arrivent pas à s'organiser. Donc, à commencer par la création de coopératives, afin qu'il y ait de la complémentarité entre elles, hein, pour pouvoir faire face d'abord aux aléas, faire face aux problèmes économiques, et aussi s'organiser pour mieux produire avec des innovations, produire avec de meilleures stratégies, et évidemment avec tout cela, on va essayer de peser vis-à-vis des pouvoirs publics pour essayer d'imposer au moins cette stratégie, parce que on n'a pas de choix, il va falloir qu'on s'organise. Impérativement des solutions, on en parle depuis des années aujourd'hui. Oui, justement, déjà nous, notre association qui existe depuis 2014, on n'a pas arrêté d'en parler, mais depuis l'année passée, on est passé un petit peu à l'offensive et on est en train de faire du lobbying même. Un rapport a été déposé au niveau de la présidence de la République, au niveau du Premier ministère, chez le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, et un peu partout, même chez les organisations patronales, afin de reconsidérer un petit peu cette grande consommation de viande. Comme je le répéterai encore plusieurs fois, c'est de l'économie. Maintenant, si on parle de sécurité alimentaire et même
même au-delà aller à la souveraineté alimentaire, on doit au moins prétendre être autonome dans la production de nos viandes. Nous avons tout le potentiel, nous avons plusieurs espèces, plusieurs variétés, plusieurs possibilités, des espaces de pâturage qu'on va devoir réhabiliter, et aussi aller vers la diversification de la culture, dans notre culture de consommation des viandes. Je vais encore le répéter, c'est qu'on peut, si dans certaines régions on peut consommer du camelin, dans d'autres régions on peut aussi consommer du caprin, dans d'autres de l'ovin et du bovin. La nature a fait que nous avons de grands potentiels, et certainement que cette nature a bien fait les choses pour que chacun, dans chaque région, puisse consommer ce qu'il a dans sa région. Mais que comprend ce rapport que vous avez bien sûr adressé aux plus hautes autorités du pays? Eh ben, d'abord, on a fait un petit état des lieux de la situation, et puis à la fin des propositions, nous avons 23 propositions jusqu'à la dernière qui concerne la désignation même. Donc c'était un choix qu'on avait fait en concertation avec des experts, la désignation d'une wilaya nouvelle. Donc c'est la wilaya de Bni Abbas, pour qu'elle soit une wilaya pilote dans la production des viandes. C'est une wilaya qui est limitrophe donc aux frontières sud, et dont les opérateurs ont la possibilité de faire du troc. Donc c'est la réalisation d'abattoirs modernes avec toute une chaîne de valeur qui viendrait derrière, de transformation des viandes, des peaux, de la laine, du poil, la fibre, le bar, et même la production de gélatine de chameau, dont un des experts qui enseignait à l'université de Ouargla avait fait une présentation, et des doctorants à Ouargla qui ont fait même cette innovation avec un brevet, et c'est une niche économique qu'on va pouvoir développer en Algérie. Donc on a été jusqu'à ce détail de désigner carrément l'endroit et la chaîne de valeur, avec toute la petite industrie qu'on va créer avec. Mais la réalisation, par exemple, de grands abattoirs, est-ce qu'elle permettrait aussi de mettre fin au marché informel des bestiaux, monsieur Hassan Menouar? C'est impératif aujourd'hui. On a recensé, mais il faut prendre aussi parallèlement d'autres mesures. Oui, ça fait partie de toute la chaîne de production, mais je dirais, comme l'avaient dit nos experts, il fallait mieux faire plusieurs abattoirs que de grands abattoirs, parce que l'expérience de certains grands abattoirs qui tournent toujours pratiquement à vide, hein, donc parce que ils ont été surdimensionnés, donc ils n'ont pas été réalisés à l'échelle de la production de la localité où ils étaient, et puis aussi à l'éloignement, donc pour ne pas avoir à transporter les bêtes vivantes, ni après les carcasses vers les autres villes. Donc pour nous, c'était la réalisation de plusieurs abattoirs dans plusieurs régions, selon des études évidemment. Alors, selon des études, il faut associer, bien sûr, dans la réalisation de cette stratégie, également les centres de recherche et les chercheurs. Monsieur Hassan Menouar, il faudrait qu'il y ait, c'est-à-dire une étude scientifique, technique et à la fois économique. Ben, écoutez, toute politique devrait se baser sur la science, sur des études, et nous avons des scientifiques. Nous, on a eu à regrouper quelques-uns, et il y a du potentiel, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites, et évidemment, notre association ne fait que ça, donc on essaie à chaque fois de regrouper, de consulter, de se concerter avec ces experts, et on aurait voulu que même les pouvoirs publics fassent de même, parce que la production des viandes ou autre, toute production, se base aussi sur la science. Il y a de l'innovation, on parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup... le conseil, bien sûr, scientifique a été installé hier. On va compter beaucoup sur ça, parce que comme ça se fait ailleurs, hein, donc si dans certains pays, on parle plus maintenant de déficit dans la production des viandes, parce qu'ils ont fait de l'innovation. Et puis, je l'avais dit au début, donc ne serait-ce que pour la reproduction, ne serait-ce que pour l'amélioration des races. Donc c'est une aussi de nos propositions. Nous avons des races dont on est fier, c'est vrai, mais c'est des races qui pourraient donner plus de viande, plus de productivité si on les améliore, et ça c'est la science évidemment. L'engraissement, bien sûr, technique et scientifique. Je voudrais revenir aussi avec vous sur un autre aspect par rapport à notre modèle de consommation. On a parlé, vous l'avez dit, nous ne sommes pas de grands consommateurs de viande. Il y a un déficit en production. Aujourd'hui, on le reconnaît. Le président de la République l'a dit haut et fort. On pensait que notre cheptel était l'équivalent de 32 millions de têtes. Il s'avère qu'il avoisine à peu près, et c'est approximatif puisque le recensement n'a pas été encore dévoilé, 19 millions de têtes. L'importation, c'est une alternative, ou alors il va falloir consacrer de l'argent pour des choses beaucoup plus
importante que l'importation de viande, comme il a dit le président aussi. Je vais reprendre. C'est honteux d'importer de la viande et je le pense aussi, Monsieur Hassan. Oui, non, on a toujours été contre. À chaque Ramadan, on s'était exprimé qu'on était contre d'importer de la viande, que ce soit fraîche ou congelée. Mais faire des importations d'appoint, je dirais de moutons par exemple, pour des occasions pareilles, d'appoint, donc une fois tous les 10 ans, et ça c'est pour sauver et sauvegarder nos races ancestrales, les races algériennes, ça ce serait pas une mauvaise idée, du moment que nous sommes en déficit et qu'on n'aurait pas à abattre les femelles, qu'on n'aurait pas à abattre, ne pas faire de massacre dans nos cheptels, donc des petites importations d'appoint pour une occasion de l'Aïd ne serait pas une mauvaise chose, parce qu'on n'a pas de choix de toute manière. Mais on doit plutôt importer du savoir, du know-how pour produire chez nous toute la chaîne de l'aliment de bétail et essayer de renforcer, comme je l'avais dit, par des innovations, la productivité en termes de viande. Mais il faudrait peut-être aussi sauvegarder les gènes animales et les développer encore davantage. Je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect par rapport à la consommation. Nous avons vu qu'aujourd'hui c'est le dernier jour avant le jour du sacrifice, c'est-à-dire demain. Il y a encore la ruée vers l'achat des moutons. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui nous avons vu les Algériens recours à plusieurs moyens pour l'acquisition du mouton, quitte à aller vers l'emprunt, par exemple, au niveau des entreprises, même au niveau de certaines institutions. Est-ce qu'il va falloir changer aussi ce modèle de comportement des consommateurs algériens, Monsieur Hassan Nawaf? Évidemment. Il faut travailler aussi sur les consommateurs et leur comportement. On l'a vu, à chaque fête religieuse ou à chaque veille d'événements religieux comme Ramadan, il y a cette frénésie pour les achats. Mais sincèrement, nous avons notre part de responsabilité, bien sûr. Nous avons notre part de responsabilité. Donc, à chaque fois qu'on fait des recueils de propositions, la dernière proposition se porte toujours sur une campagne de sensibilisation des consommateurs pour être coopératifs, pour ne pas faire de pression sur des produits comme par exemple pendant Ramadan ou même maintenant l'Aïd. C'est l'occasion pour que je puisse m'exprimer sur ce sujet et dire que l'Aïd, le sacrifice du Aïd n'est pas obligatoire pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Donc, exactement. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé un mouton spécialement pour ceux qui ne pourraient jamais ou qui ne pourraient pas faire le sacrifice jusqu'à la fin des temps. Donc, et puis aussi, il est prescrit dans notre religion de faire de l'aumône au moins un tiers. Ça veut dire que Rabbi subhanahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a prévu qu'il y aurait des gens, des familles qui ne pourraient pas faire le sacrifice. Donc cela, moi je leur dirais, ne vous en faites pas, ne déprimez pas et n'essayez pas d'aller au-delà de vos moyens. Vous avez des dépenses aussi qui sont plus importantes. Je l'avais déclaré l'année passée pour dire que la rentrée scolaire, la préparation des articles scolaires et de la rentrée scolaire, elle est plus importante que le sacrifice de l'Aïd, et je suis responsable de ce que je dis, parce que Rabbi Madarnash l'Aïd pour qu'on puisse en souffrir. Au contraire, c'est de la joie. Donc, c'est une fête de partage. Ne gâchez pas la joie. Ceux qui vont sacrifier vont donner aux autres. Absolument. Ça a été fait pour ça. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que c'est une fête religieuse, mais aussi familiale et sociale. D'ailleurs, il doit y avoir, je dirais même, qu'on me pardonne ça, des gens qui ne font pas le sacrifice pour que les gens puissent se regrouper sur des plats et s'échanger des viandes et se donner, faire de l'aumône. Une année, ça pourrait être le voisin A, l'autre année, ça pourrait être B, et l'autre, ça peut être C, et c'est comme ça. Dieu nous a fait ce sacrifice aussi pour qu'il y ait le partage, qu'il y ait ces actions entre les familles, au moins dans les deux Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, et c'est aussi une fête de pardon. C'est une fête où, quand on a des problèmes avec quelqu'un, c'est l'occasion ou jamais d'aller lui apporter donc sa part de viande et de lui faire la bise et de reprendre la vie de nouveau. Donc arrêtons de faire toute cette pression et les retardataires qui sont en train de faire des mains et des pieds, de faire des emprunts, de vendre même des objets pour aller acheter le mouton. Je dirais que ça, c'est pas religieux. Ça pourrait être peut-être juste personnel.
personnelle ou familiale pour les enfants, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà, recourir à l'emprunt pour acheter une maison, c'est plus intéressant. Alors pour les consommateurs, il faut aussi un fort sens de responsabilité, éviter certaines pratiques qui pourraient être préjudiciables pour la société, par exemple les barbecues au milieu forestier. C'est un phénomène qui est nouveau pour la société algérienne. On l'a pas ni dans notre religion, ni dans notre histoire, ni dans notre culture. Au contraire, les Algériens, Zman, quand ils faisaient le sacrifice du mouton, ils faisaient tout dans la discrétion parce que ils craignaient de déranger les voisins, surtout ceux qui n'ont pas fait le sacrifice. Donc, moi, je suis étonné de voir que certaines familles allument un barbecue dans un balcon. Eux, ils mangent la viande et les voisins, ils mangent la fumée et les odeurs. Donc, ça, c'est pas normal. C'est anti-religieux, je dirais. C'est antisocial. C'est anti-algérien. Et en forêt aussi. En forêt, alors là, c'est très grave. Et là, moi, j'appelle les services de sécurité à être très, très sévères, à appliquer la loi et sanctionner sévèrement toute personne ou toute famille qui oserait aller allumer un feu alors qu'il fait très chaud et avec les risques qu'on prend pour notre patrimoine forestier. Après les incendies de 2021, normalement, on ne doit plus permettre à quiconque d'aller allumer un feu dans une forêt ou même dans un champ. Et cette année, c'est interdit. Alors, vous êtes impliqué dans la campagne de sensibilisation contre les feux, les incendies de forêt qui a été lancée par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, Monsieur Hassan Nawar. Vous pensez que la sensibilisation peut permettre aujourd'hui de changer les comportements des Algériens? En quelque part, mais la meilleure sensibilisation pour nous, c'est la répression. Donc, dans un comme ce fut le cas pour la ceinture de sécurité. Ben oui, c'est le code de la route. Celui qui ne respecte pas le code de la route, il devrait être sanctionné. C'est la même chose. C'est un code de vie, c'est un code de respect, c'est un code de respect de l'environnement et de notre économie. Donc, on doit sanctionner. Ça, c'est le meilleur moyen de sensibiliser. Et puis aussi, maintenant, il faudrait qu'il y ait de la détection, de la télédétection. Il faudrait utiliser des drones, il faut utiliser des caméras, il faut utiliser beaucoup de moyens. Mais aussi, chose qu'on avait proposé aux autorités, c'est de renforcer vraiment d'une manière très, très sensible les moyens de lutte contre les incendies. Ça, c'est très important. Mais vous allez vous engager dans la campagne de sensibilisation. Vous êtes déjà engagé dans cette campagne de sensibilisation, M. Hassan Nawar. On est engagé, on le fait depuis des années, surtout depuis 2021. Maintenant, on a été vraiment, vraiment sensibilisés à quel point nous sommes vulnérables et à quel point le rabatana, Zaz, et puis c'est un patrimoine qu'on est en train de perdre et ça fait vraiment beaucoup de peine. Donc, on est engagé, évidemment. Alors, vous parlez de consommation aujourd'hui par rapport à la viande, bien sûr, et nous savons que les protéines peuvent aussi être à l'origine de certaines maladies, notamment l'hypertension artérielle ou le diabète également. Dans cette consommation, vous avez cette question de l'auditeur. Est-ce qu'on a réglé le problème, bien sûr, des quantités de sucre dans les aliments, M. Hassan Nawar, ou alors c'est une question qui reste encore en discussion depuis de longues années au ministère du Commerce, puisque vous êtes partenaire? Depuis 2018, qu'on se bat pour réduire le sucre, le sel et les matières grasses. Non, mais nous, en tant qu'association Aman, c'est l'action officiellement qu'on avait déclenchée le 18 janvier 2018. Et on est arrivé maintenant avec le ministère à faire réduire le sucre dans les boissons seulement. Je dis les boissons seulement à 105 grammes. Pour dire qu'actuellement, on est en train de consommer des boissons qui sont à 140 grammes et plus. Je dirais nous sommes mi-satisfaits. Donc nous ne sommes pas encore bien satisfaits parce que le sucre, il est aussi dans le yaourt, il est aussi dans d'autres produits. Et puis aussi, on aurait voulu descendre à moins de 100 grammes, comme ça se fait en Europe et ailleurs. Pour les boissons gazeuses, c'est acquis, ça y est? Le décret sera prochainement promulgué? Normalement, c'est le mois de novembre 2023. C'est à partir de novembre 2023. Je dirais mieux que rien, mais on aurait voulu avoir beaucoup plus que ça. Nous, on était étonnés du moment qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau du ministère du Commerce. Pourquoi on n'est pas allé plus loin? Pourquoi on n'a pas été jusqu'à réduire aussi le sel dans le pain? On est en train de consommer un pain qui contient à peu près 2 kg de sel dans 100 kg de farine. Alors qu'en Europe, ils sont entre 1 et 1,2 kg de sel dans 100 kg de farine. Donc pourquoi tout ce travail pour arriver seulement à faire réduire le sucre que dans les boissons? Voilà, donc c'est la question qui reste posée aux responsables au ministère du Commerce et on attend à ce qu'il y ait des décisions rapides parce qu'il est question de santé publique. Nous avons beaucoup de malades et beaucoup de maladies en Algérie qui se développent à cause de ce sucre et de ce sel et des matières grasses. Donc on est un peu
on est un peu insatisfait, je dirais, par rapport à ce sujet. Donc, c'est des questions de santé publique. Alors, je vais parler bien sûr des actions que vous engagez. Vous êtes très actif, on le voit aujourd'hui. Monsieur Hassan Mnowar, vous êtes sur plusieurs dossiers, plusieurs thèmes qui concernent bien sûr les consommateurs, mais pour défendre bien sûr le droit des consommateurs. Mais il y a aussi des obligations des consommateurs. Les droits des consommateurs, avoir des produits sains, c'est important aujourd'hui, c'est-à-dire réduire certains produits qui pourraient être néfastes dans la production de certains aliments, comme par exemple les compléments alimentaires. On en parle beaucoup ces derniers temps. Il faudrait les interdire ou les réguler. Qu'est-ce qu'il faudrait, monsieur Hassan Mnowar? Parce que tantôt on parle de leur interdiction, tantôt on parle de leur régulation. Qu'est-ce qu'il faudrait? D'abord, on parlera de la formation et de l'éducation du consommateur. Il faut impérativement le faire. Absolument. Donc, l'éducation va maintenant devient impérative, obligatoire. Il faudrait qu'au niveau de l'éducation nationale, qu'il y ait des cours permanents, réguliers, pas seulement des campagnes de sensibilisation, mais des cours réguliers pour les enfants sur la culture de consommation, comment préserver sa santé. Sur les droits des consommateurs. Bien sûr, évidemment, les droits et les devoirs, parce que les consommateurs ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Vous avez les additifs alimentaires aussi. Non, mais d'abord le droit. Le devoir plutôt de dénoncer, le devoir de coopérer, le devoir de ne pas se taire. Ça, c'est très très important. Et puis aussi, le devoir d'apprendre. Il faut aller chercher. Maintenant, nous avons des Algériens qui s'y connaissent pratiquement dans tous les domaines, mais malheureusement, ils ne savent pas consommer. Vous allez trouver quelqu'un qui s'y connaît en mécanique, qui s'y connaît en électronique, qui s'y connaît en football, en politique, mais il sait pas, il voudrait pas aller lire un étiquetage d'un produit. Ils consomment d'une manière aléatoire, sans faire attention. Il y a d'autres qui ne cherchent pas à savoir parce que ça les dérange, parce qu'ils ont des habitudes alimentaires qu'ils ne voudraient pas changer. Et ça, c'est aussi un grave problème parce que on a beau imposer au pouvoir public de faire des efforts, mais ces efforts, quand on ne les utilise pas, quand on n'en profite pas dans la consommation, ça devient frustrant. Vous savez, l'étiquetage, maintenant, on a un étiquetage qui est assez bien... Il est bien élaboré, il y a beaucoup de manques certes, mais déjà ce qu'on a, on n'utilise pas. Il y a l'étiquetage, il y a aussi l'autre revers, c'est l'affichage des prix au niveau des marchés. Et parfois, parfois certains commerçants font bien sûr rejettent ce principe d'affichage des prix. Oui, les consommateurs doivent avoir aussi les moyens de dénoncer. On se plaint depuis 2017. Il faut dénoncer. On dénonce maintenant oui. via les réseaux sociaux, mais est-ce suffisant? Est-ce qu'il faudrait mettre par exemple à la disposition de la société civile, comme l'association ML, un numéro vert pour pouvoir agir et dénoncer? Il y a des numéros, mais je dirais que concernant l'affichage des prix, est-ce qu'on a besoin d'aller dénoncer? L'affichage de prix est absent pratiquement dans tous les commerces et dans toutes les wilayas. Il y a toujours des contrevenants. Nous avons 9000 agents de contrôle. Rien que de passage comme ça dans les rues. Oui, mais 9000 sur un nombre important de commerces, c'est pas tellement évident. Il faudrait renforcer encore davantage le nombre de contrôleurs. Même ce peu qu'il y a pourrait déjà au moins s'imposer par l'obligation de l'affichage des prix. Il y a deux phénomènes que j'ai toujours dénoncés et que pourrait détecter n'importe quel agent de commerce ou même les agents des bureaux d'hygiène des communes. C'est l'absence d'affichage, mais aussi l'exposition des denrées alimentaires sur les trottoirs. Et l'été arrive avec le phénomène des intoxications alimentaires. Ben oui, on expose toujours des boissons et de l'eau sous le soleil. On les transporte dans des camions non adaptés. Et là, je crois que c'est au vu et au su. Et l'hygiène aussi au niveau des fast-foods. Et ça, c'est au vu et au su des agents du contrôle, que ce soit du commerce ou des bureaux d'hygiène. Donc là, on n'a pas vraiment besoin d'aller dénoncer. Il faut impliquer les collectivités locales. Ah oui, c'est très très important. Moi, je dirais même, d'ailleurs, c'est l'occasion de redire encore que ces bureaux d'hygiène doivent avoir un peu plus de force et un peu plus de pouvoir et de moyens, d'ailleurs même peut-être les réinstaller sous la tutelle d'un observatoire et pas sous la tutelle d'un président d'APC qui parfois ou souvent fait de la politique aux dépens de la santé publique. Il faut légiférer, prendre des dispositions législatives. Évidemment. Il faut des lois. Et il faut des lois. Il faut des lois et les appliquer parce que l'interdiction de fumer en lieu public, la loi existe mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée malheureusement. Donc, au niveau des restaurants, au niveau des fast-food, au niveau par exemple des lieux publics. De l'aéroport par exemple aussi. Non, l'aéroport un peu moins. On a eu à se plaindre plusieurs fois, malheureusement. Donc, l'application de la loi, elle dépend aussi justement des devoirs des consommateurs. Il faudrait qu'ils dénoncent. Vous savez, quand on avait dit la dernière fois, une fois donc à l'aéroport, c'est quand on a 10 personnes qui se plaignent dans la même journée,
au service de sécurité, ils vont agir. Mais s'il n'y a qu'une seule personne qui agit, évidemment, ça n'agit pas rapidement. Alors la question de la sécurité alimentaire, elle est au cœur de toutes les politiques qui sont entreprises actuellement au niveau des pouvoirs publics, au plus haut sommet de l'État par le président de la République. Les problèmes de produits subventionnés et les prix qui sont parfois pratiqués en triche. Il faut dénoncer impérativement également, Monsieur Hassan Nouar. Rapidement sur la question de l'auditeur. Oui. On doit dénoncer, c'est tout le monde qui doit dénoncer. Donc les consommateurs doivent coopérer d'abord au moins la dénonciation. Alors peut-on mettre en place aujourd'hui ou exiger un modèle alimentaire propre à l'Algérie? Par exemple, dans nos traditions, nous ne sommes pas un pays grand consommateur de pommes de terre, mais plutôt des maraîchers. La tomate, l'oignon et le poivron. La courgette également. C'est vrai. Or que maintenant, on mange plus la patate que le reste. C'est vrai. Je rappelle qu'on est en train de mener une enquête nationale pour évaluer le système alimentaire algérien. On n'a pas beaucoup de moyens pour arriver rapidement, mais c'est dans ce souci, justement, c'est pour élaborer des fiches de système alimentaire par région, parce qu'on doit même régionaliser les systèmes alimentaires. On ne peut pas manger de la même manière à Alger, à Tamarasset ou à Adrar et à Oran. Donc il va falloir justement reprendre. A bouleversé notre modèle de consommation. Le shawarma maintenant se vend à Élysée, à Janet et à Tamarasset. C'est pas normal ça. Moi j'étais écœuré. C'est pour ça qu'on avait lancé cette enquête pour revenir justement à l'alimentation ancestrale, original, et qui était bien. On se portait beaucoup mieux quand on consommait dans chaque région, on consommait ce qu'on produisait dans cette région. Alors autre question, vous êtes aussi engagé dans la campagne de sensibilisation contre la consommation de drogue. C'est important, c'est un fléau qui menace notre société. Rapidement sur la question, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, on a beau parler d'autres aléas, on a beau parler d'autres aléas, mais ce problème qui est en train de gangréner la société, qui est en train d'apporter un coup vraiment très fort à la société, à la santé, à l'économie algérienne, on doit tous agir, pas seulement les associations des consommateurs, mais tous. Il faut préserver notre jeunesse et notre population de ce fléau. Monsieur Hassan, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Ça aide tous les Algériens et à tous nos pèlerins. Aïdkoum Moubarak.